Bonjour et bienvenue. Ceci est une vidéo à usage interne de l'association syndicale libre des Belles au Bois dormant à Guyancourt. Le thème abordé est la rénovation thermique des pavillons. Et cette vidéo va reprendre la présentation que nous avons effectuée lors des réunions d'information du 22 octobre 2016 au local commun de la résidence. Alors, cette vidéo va tout de même avoir un contenu plus riche que lors des réunions d'information, puisque nous avons décidé de tenir compte des questions, des interrogations, des remarques qui avaient été formulées lors des séances. Par conséquent, même si vous étiez présent lors de ces séances, nous vous invitons à visionner ces vidéos puisque vous y trouverez des réponses plus précises que ce que nous avons pu formuler en direct lors de nos échanges. Alors, j'ai dit ces séances parce que le 22 octobre 2016, nous avons fait deux séances, deux réunions, une le matin et une l'après-midi, mais c'était pour présenter la même et unique présentation. J'ai dit ces vidéos parce que comme le contenu est assez riche, c'est assez long. Et pour plus de clarté, nous avons décidé de découper en 3 vidéos distinctes la publication de cette présentation. Nous reviendrons sur le découpage qui a été choisi par la suite lors du sommaire. Pourquoi deux sessions? Pourquoi une publication internet? Parce que nous considérons que ce projet est important. Nous avons prévu de soumettre des résolutions en assemblée générale sur ce thème. Et par conséquent, notre objectif est que le plus grand nombre d'entre vous puisse prendre connaissance du dossier. Alors, même si beaucoup d'entre vous me connaissent, je vais commencer par me présenter. Je suis Laurent Gire, propriétaire du 4 Clos des Alouettes. Lorsque ces réunions ont été menées, j'étais épaulé par Riyad Benkalaya, propriétaire du 3 rue Émile Zola. Et nous sommes tous les deux membres du bureau et en charge du projet dénommé Rénovation thermique. Tout d'abord, pour les personnes qui nous ont rejoints dernièrement ou celles qui ne s'étaient pas encore intéressées au sujet jusqu'à maintenant, je vais commencer par un petit rappel. Donc, le projet Rénovation thermique est un projet initié lors de l'exercice 2014. À cette période, l'activité associée à cette thématique était riche et soulevait de nombreuses interrogations. Le prix de l'énergie flambait, le prix du baril de pétrole était supérieur à 100 $. Une nouvelle norme de construction entrait en vigueur, la RT 2012. La loi de transition énergétique était débattue en assemblée. De nombreuses aides financières incitatives voyaient le jour. De nombreuses sociétés ou artisans sollicitaient nos membres. Et nos maisons n'étaient plus de toute première jeunesse. Par conséquent, un grand nombre d'entre nous désiraient passer à l'action. La situation était complexe à bien des égards, techniquement, administrativement, réglementairement. Les enjeux étaient importants. Et malheureusement, les experts pouvant être sollicités étaient souvent en situation de conflit d'intérêts. C'est pourquoi le bureau a décidé de monter en compétence sur ce thème. Il allait ainsi pouvoir apporter de l'information et des conseils aux membres de l'ACL. Nous espérions aussi qu'une solution évidente d'isolation serait identifiée. Un rapport d'étude présentant cette solution aurait alors été rédigé. De plus, il aurait ainsi été possible d'organiser un appel d'offres pour effectuer cette remise à niveau sur plusieurs maisons à moindre coût. Voilà pour ce qui est de la présentation du projet et de ses objectifs initiaux. Les recherches effectuées par les membres de l'association ont donné lieu à une première présentation lors de l'AG 2014. Le bureau a continué son travail durant l'année 2015 puis 2016. Deux nouvelles réunions ont été organisées en 2015. Globalement, ces réunions ont permis de faire un état des lieux techniques de nos maisons et des solutions qui leur sont applicables. Elles ont aussi permis de présenter les normes, les labels, les aides et les conditions d'obtention associées. Malheureusement, suite à ces réunions, nous avons aussi vu les limites de l'exercice. Il n'était pas possible de faire un rapport d'étude universel présentant la solution magique applicable à toutes les maisons. En effet, il y a autant de cas particuliers que de maisons, ne serait-ce que par l'exposition de nos maisons ou leur localisation. Si votre maison est mal exposée proche de la forêt, c'est très différent d'une maison bien exposée loin de la forêt.
Elles sont aussi différentes par leur histoire, par les travaux que vous avez pu faire depuis l'origine dedans, par les éventuelles transformations que vous avez pu mener, par vos nous sommes aussi limités par vos capacités d'investissement ou par vos attentes, parce que nous avons tous des habitudes de chauffage très différentes. Du coup, en 2016, nous ne sommes pas beaucoup revenus vers vous, car nous cherchions la bonne manière de finaliser ce projet. Finalement, nous avons opté pour une stratégie concrète euh, euh, via le lancement d'un projet pilote, via une rénovation, où nous avons essayé d'intégrer un certain nombre de techniques que nous avions identifiées comme intéressantes. Donc l'idée, c'est bien sûr d'acquérir de l'expérience avec du concret. C'est de pouvoir ensuite mieux en parler, de pouvoir mieux expliquer et de pouvoir convaincre si nécessaire. Donc le projet pilote a été réalisé via la rénovation complète de la maison de Riyad Ben Khalaya rue Emisola. Alors bien sûr, Riyad ne s'est pas sacrifié, hein, il était motivé. On peut dire que c'est pour ça qu'il était dans ce groupe de travail et il rongeait son frein depuis pas mal de temps. Du coup, nous avons défini avec lui la nature de son projet par rapport aux aspects qui pouvaient concerner la copropriété. Et durant l'année 2016, on peut dire qu'une des étapes importantes du projet a été la réalisation de ce projet pilote. En tirant le bilan de cette expérience, en apportant des conclusions complémentaires à nos précédentes réunions, et en vous soumettant des propositions via cette réunion et via la prochaine AG, nous allons clôturer le projet pour ce qui est de sa forme globale, de sa démarche généraliste. Par la suite, nous accompagnerons chaque personne qui nous en fera la demande pour la rénovation de sa maison, mais ça sera, on va dire, du coup par coup, ça ne sera pas une démarche généraliste telle que nous l'avons entamée jusqu'à maintenant. Cette transition m'amène logiquement à la diapositive suivante, les résultats du projet. Donc, désormais, le bureau a une bonne connaissance technique de nos maisons, comment elles sont construites, leurs dimensions, leur isolation, les matériaux utilisés. Pour ce faire, lorsque nous avions un doute sur l'isolation qu'il pouvait y avoir dans un mur, nous avons cassé le mur. Quand nous avions un doute sur l'isolation qu'il pouvait y avoir sous la dalle de béton, on a cassé la dalle de béton. Quand on avait un doute sur l'isolation sous toiture, on a soulevé les tuiles où on était dans les combles. Donc on a désormais une assez bonne connaissance technique de nos maisons. Désormais, le bureau a une bonne connaissance des solutions d'isolation envisageables, ce qui peut se faire, ce qui est pertinent, tous les critères à prendre en compte. Et donc nous pouvons vous apporter du conseil sur ce registre-là. Désormais, le bureau connaît à peu près toutes les aides financières que vous pouvez solliciter. Alors c'est compliqué parce que c'est un sujet qui évolue chaque année. Les aides changent chaque année. Et c'est compliqué parce que tant qu'on n'a pas déposé un dossier pour obtenir une aide et qu'on n'a pas été au bout du processus, il est difficile d'anticiper tous les petits grains de sable ou toutes les petites exceptions qui peuvent contrecarrer l'obtention d'une aide. Je profite de ce point pour faire un rappel. On ne signe pas de devis si on a prévu de demander une aide, une subvention. On ne signera le devis qu'une fois que cette aide sera obtenue. Parce que si vous signez un devis à l'avance, c'est une exception qui va annuler votre capacité d'être subventionnable. Les subventions sont là pour vous inciter à faire des travaux. Si vous avez déjà signé le devis, c'est que vous n'avez pas besoin d'être incité. Ayez bien ça en tête, je ne signe pas de devis tant que je n'ai pas fait de demande de subvention. Avec tout cela et quelques outils, nous sommes capables d'apporter du conseil aux personnes de la résidence ayant un projet. Alors, qu'est-ce que c'est les quelques outils supplémentaires? Nous avons pu récupérer un logiciel de diagnostic énergétique où nous avons modélisé les deux types de maisons, les trois types de maisons. Nous avons fait des plans informatiques assez précis des maisons et nous avons fait des simulations informatiques 3D de nos maisons. Et donc tout ça peut nous aider à
à assister quelqu'un dans son projet. Enfin, nous avons des propositions à vous présenter pour permettre le lancement et l'encadrement de nouveaux projets. Donc nous le verrons par la suite, ça va être le sujet du moment. Pour pouvoir mettre en œuvre certaines techniques d'isolation, il faut envisager d'assouplir un tout petit peu notre cahier des charges, mais il faut surtout envisager l'encadrement de ce genre de mise en œuvre pour s'assurer que le résultat sera conforme à ce qu'on peut tous espérer, c'est-à-dire conserver une belle harmonie de notre résidence. Il est temps pour moi d'évoquer le sommaire de cette réunion. Donc, je vais commencer par aborder les grands principes de l'isolation thermique. Ensuite, nous parlerons de la réglementation thermique. Je présenterai quelques solutions techniques qui nous paraissent pertinentes. Je soulignerai et expliquerai quelques contraintes liées à nos maisons qui sont vraiment contraignantes. Et ensuite, je verrai avec vous les gains et la rentabilité qu'on peut espérer d'une isolation performante. Alors, à ce niveau-là de la présentation, on peut dire que tous les points seront presque assimilables à de la révision, à du rappel, car dans les réunions précédentes, c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail et j'apporterai peut-être un peu plus de réponses que précédemment, mais on va dire que jusqu'à ce niveau-là de la présentation, il n'y aura rien de véritablement nouveau. Là où on aura du nouveau, c'est par la suite quand je vais détailler le projet pilote qui a été réalisé cette année et quand je vous présenterai des simulations informatiques que nous avons faites par rapport à des projets de rénovation énergétique que nous avons en tête. Enfin, nous vous ferons des propositions de modalités d'encadrement des futurs projets. Et lors de la réunion en présentiel, on finissait par les questions-réponses et un aspect brainstorming. La première vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, s'arrêtera juste avant le projet pilote. Le projet pilote sera traité par une vidéo spécifique. Et enfin, la dernière partie de la présentation sera traitée par une troisième vidéo. Alors, les grands principes de l'isolation thermique. Alors, beaucoup d'aspects rentrent en ligne de compte pour l'isolation thermique d'un bâtiment. Il y a les aspects sur lesquels nous pouvons agir facilement, le choix d'une fenêtre, le choix d'un matériel isolant pour les murs. Et il y a d'autres aspects pour lesquels nous ne pouvons malheureusement rien, comme l'orientation de la maison ou encore l'isolation du sol. Je veux dire par là qu'on va difficilement casser tout le sol de notre maison pour le remplacer par quelque chose de plus isolant. Pour le choix de l'isolant, il n'y a pas que la capacité d'isolation thermique intrinsèque du matériel isolant. Il y a l'inertie de l'isolant, sa respirabilité, sa résistance au feu, ses capacités d'isolation phonique, sa facilité de mise en œuvre, son coût, son mode de fabrication. On voit qu'il y a beaucoup de critères et il va donc être difficile de désigner un isolant comme étant l'isolant répondant à tous les besoins. Suivant vos critères, vous allez avoir une préférence qui ne sera pas obligatoirement celle du voisin. Alors voici un petit schéma simple récapitulant la répartition habituelle des pertes thermiques d'une maison. Et nous allons les passer en revue rapidement. Dans un premier temps, les vitres. Alors c'est quelque chose d'assez aisé à améliorer puisqu'on a fait beaucoup de progrès sur ce sujet. On est nombreux à avoir déjà fait le pas. Le changement d'une fenêtre n'a pas d'impact ni sur le confort intérieur ni sur l'aspect extérieur de la maison. J'apporterai juste la précision suivante, c'est que les baies coulissantes sont très pratiques, sont très jolies, mais sont le pire des choix pour ce qui est de l'aspect thermique. Les fenêtres à ventail ou les fenêtres à translation, donc c'est des sortes de baies vitrées mais un peu particulières, je vous invite à aller chercher sur internet, sont les meilleurs choix pour ce qui est de l'aspect thermique. Les baies coulissantes, même de grande qualité, seront toujours d'une performance moyenne pour ce qui est de l'aspect thermique. Donc un changement de fenêtre est assez aisé, puis vu le nombre de professionnels qu'il y a, là-dessus vous n'avez pas énormément besoin de notre support. La ventilation. Alors on voit que
Ce n'est pas anodin, c'est 20% des pertes de chaleur. Actuellement, nos maisons sont ventilées via une ventilation naturelle, via des conduits en fibrociment amianté. C'est assez difficile d'améliorer ce point-là. En gros, le seul moyen d'améliorer ça, c'est normalement de mettre en place une VMC double flux. C'est quelque chose d'assez récent. Mais la mise en place d'une VMC double flux implique de détruire intégralement l'ancien réseau de ventilation et d'en créer un nouveau, et d'en créer un nouveau bien plus important, puisque chaque pièce, et pas seulement les pièces humides, chaque pièce doit être ventilée. De plus, normalement, les professionnels considèrent que pour qu'une VMC double flux fonctionne très bien, il faut que la maison soit vraiment hermétique comme une bouteille thermos, ce qui est loin d'être le cas de nos maisons. Donc on peut imaginer agir sur ce poste-là, mais seulement dans le cadre d'une rénovation complète. Si vous cassez tout à l'intérieur de votre maison et vous refaites tout, là c'est assez facile d'envisager d'améliorer ce chapitre-là. Sinon, c'est vraiment pas une idée pertinente. Vous n'arriverez pas à faire grand-chose. Si vous utilisez les conduits habituels de nos maisons, c'est-à-dire les cheminées pour aller chercher de l'air ou pour extraire de l'air, votre installation n'aura pas d'impact vis-à-vis du cahier des charges esthétiquement. Isolation des murs et des toitures. Alors c'est assez aisé à modifier. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. On verra par la suite que si on veut se mettre au niveau des maisons neuves, des maisons récentes, il faut aller plus loin qu'une rénovation classique. Si on a une rénovation ambitieuse, cela implique de mettre en œuvre des procédés qui impliquent un assouplissement des règles du cahier des charges, et nous reviendrons là-dessus par la suite. Les ponts thermiques, alors c'est difficile à améliorer. A priori, si on fait une rénovation de qualité, on peut espérer perdre beaucoup de ponts thermiques. Mais là aussi, finalement, il n'y a que via une rénovation ambitieuse que, par effet indirect, nous améliorerons les ponts thermiques. Donc, si on exclut la ventilation et le sol, où il est difficile d'améliorer les choses, on constate qu'il est possible d'améliorer la situation pour 73% des pertes d'une maison. Et globalement, vous n'avez pas vraiment besoin de nous pour les vitres. Et je vais donc dans cette présentation me concentrer sur l'isolation des murs et de la toiture, sachant que si les murs et la toiture sont très bien traités, on a des chances que les ponts thermiques diminuent ou disparaissent. La réglementation thermique. Alors, la réglementation thermique, globalement, c'est la petite affichette ABCDEFGH que vous connaissez sur les frigos ou sur les voitures. Eh bien, il y a la même chose pour les maisons. Et si vous avez acheté ou loué un bien dernièrement, cela doit vous parler puisque c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute transaction immobilière, même les locations. Donc ce classement d'un bien immobilier devient un critère de choix pour les futurs clients. C'est quelque chose qui donne de la valeur ou qui fait perdre de la valeur à un bien immobilier. Contrairement au frigo, où il avait été créé un ABCDEF, où le A était assez facile à atteindre, dès le début, ils ont prévu une échelle où le A est vraiment très 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 performant, voire ne consomme plus rien du tout, B, C, D, E, F, et ils avaient défini que les maisons neuves devaient au moins être D en 2000, et puis au moins être C en 2005. Et puis maintenant, on dépend de la réglementation 2012, où les maisons doivent être au moins être B en 2012. Et puis les maisons neuves, à partir de 2020, devront au moins être classées A. Donc petit à petit, toutes les maisons neuves sont de plus en plus performantes. Et on n'ira pas plus loin que A, puisque A, c'est je ne consomme plus rien. La chaleur des êtres humains, de ma télé, de mon frigo suffisent à chauffer ma maison. Donc pour aller plus loin, c'est
C'est je mets des panneaux solaires, je produis mon électricité et carrément je ne consomme plus, je produis. Donc il n'y aura pas mieux que A. Pour pouvoir calculer pour pouvoir calculer quelle isolation je mets dans un mur ou quelle isolation je mets dans une voiture, nos amis le législateur a connaissance de ce petit graphique. Et donc, il sait que si je dois consommer 100, ça veut dire que je vais consommer 30 par la toiture et 25 par les murs. Et du coup, pour pouvoir atteindre l'objectif de on doit passer de 100 à 50, et ben, il va nous dire je dois mieux isoler jusqu'à tel niveau la toiture ou jusqu'à tel niveau le mur. Alors pour ce faire, ils utilisent l'unité R. R, c'est la capacité d'un isolant à retenir la chaleur. Plus ce chiffre est élevé, mieux c'est. Pour être plus précis, c'est plutôt la capacité d'un mur dans sa globalité à retenir la chaleur. Donc, on va connaître la résistance thermique du placo, si on part de l'intérieur, qu'on va additionner à la résistance thermique de l'isolant que vous mettrez, qu'on va additionner à la résistance thermique du parpaing, qu'on va additionner à la résistance thermique du crépi, et cette globalité, ça vous donnera un R, et plus le R est élevé, mieux c'est. Du coup, grâce à toute une tambouille, à un petit calcul, on est capable de dire pour les murs il faut tel R et pour la toiture il faut tel R. Nos maisons à l'état d'origine avaient ces performances, c'est-à-dire une isolation du sol à 0,4, une isolation des murs à 0,9, une isolation en sous-toiture qui varie entre 0,6 et 2. Alors l'isolation du sol, les 0,4 ça correspond à 2 cm de polystyrène en gros, 1 ou 2 cm de polystyrène. L'isolation des murs, 0,9 ça correspond aux 3 cm de polystyrène qu'on avait sur nos parpaings. Et l'isolation de la toiture, pourquoi on a des chiffres, une fourchette? C'est parce que l'isolation des houtaux, des fenêtres triangulaires est très inférieure à l'isolation des maisons à lisse, qui est inférieure à l'isolation des maisons blanches ou oranges. Donc, suivant les zones de toiture, suivant que c'est des combles aménagés ou perdus, on n'a pas les mêmes chiffres. Si on revient à notre réglementation thermique actuelle, pour les maisons neuves qui étaient faites en RT 2005, les R préconisés minimum étaient les suivants: 5,5, 2,35, 2,35. Donc on voit qu'on est complètement dépassé. Depuis 2012, pour les maisons neuves, les performances minimum doivent être les suivantes: 8, 4 et 4. Alors si jamais je me lançais dans une rénovation complète de ma maison et que je décidais d'être labellisé, on va dire RT 2012, ils ont conscience que en rénovation c'est compliqué d'atteindre les mêmes performances, qu'il est difficile de faire du neuf avec du vieux. Du coup, pour avoir le droit de dire je suis RT 2012 en rénovation, ils sont gentils, ils ont fixé par exemple en toiture un objectif d'un R égale 7 au lieu de 8. Et puis pour ne pas décourager tout le monde, pour que les gens se lancent, ils ont fixé l'obtention du crédit d'impôt à un seuil où R égale 6 pour la toiture. Donc, si vous faites des travaux et que vous pouvez certifier que ces travaux vous permettent d'avoir un R de 6 en toiture, certes, vous ne serez pas mieux que les maisons neuves actuelles, mais vous aurez droit au crédit d'impôt. Et puis si vous arrivez à faire ça, vous pourrez même fièrement dire ma maison est RT 2012 pour ce qui est de l'isolation en toiture. En 2020, on rehausse encore une fois les objectifs. L'idée est que les maisons neuves soient classées A, et donc là, il faudra avoir 10, 5 et 5. Il faut avoir conscience que ces valeurs 10, 5 et 5 sont vraiment un maximum très important. Comme je l'évoquais au début de cette introduction, on n'ira pas beaucoup plus loin. Il ne faut pas que vous disiez en 2030 ça sera 25 au lieu de 10, et puis en 2040 ça sera 35. 10, 5 et 5 c'est déjà des chiffres taquets
qui font que si vous êtes très ambitieux et que vous vous dites je vais faire une rénovation pour 30 ans, je vais y mettre les moyens et je vais donc viser la RT 2020, votre travail ne sera pas has-been dans 15 ans. De toute façon, il sera à jour puisqu'on ne peut pas faire mieux de manière réaliste. Alors, bien évidemment, nous sommes nombreux à avoir fait quelques travaux pour sauver les meubles. Et globalement, si vous faites une bonne rénovation, du bon boulot, mais en rénovant de manière classique, c'est-à-dire par l'intérieur, vous ne pourrez pas faire mieux que les chiffres suivants. Alors, atteindre ces chiffres, globalement, c'est déjà une très belle évolution, puisqu'on va voir ensemble que l'isolation globalement est 3 fois meilleure. Mais d'un autre côté, comme on part de presque rien, c'est très facile de s'améliorer. Mais ça donne quand même un résultat qui est pas mal. Et ceux qui l'ont fait sont très contents sûrement du confort et des économies d'énergie sur leur facture de fournisseur d'énergie. Alors, pourquoi 2 colonnes? Parce qu'on ne peut pas atteindre les mêmes résultats si on a des combles perdus ou si on a des combles aménagés. Si on a des combles perdus, il est très facile de mettre l'isolant à plat sur le toit finalement, sur le plafond, je veux dire, de la zone habitée, et d'en mettre l'épaisseur nécessaire pour atteindre le R qui nous intéresse. Pour les maisons réalistes, c'est particulièrement vrai. Sauf que 75% des maisons réalistes sont aménagées. Donc il faut bien faire le distinguo et quelque part partir du maillon faible, et le maillon faible c'est donc plutôt la colonne de gauche. Donc les maisons réalistes, on ne peut pas espérer faire mieux que 3,2 à 4,7, tout simplement par manque de place, parce que entre le placo à l'intérieur et les tuiles à l'extérieur, et bien la place est limitée. On peut mettre du très bon isolant dedans, mais on ne pourra pas atteindre un résultat supérieur à 4,7. Et pour les grandes maisons, finalement, on a le même problème pour la zone habitée à l'étage. Autant si les comptes ne sont pas aménagés au-dessus, on peut mettre à plat une bonne quantité d'isolant, mais sur la zone inclinée, ou encore pire sur les gouttons, et ben là on manque de place, et même problème entre le placo et les tuiles, il n'y a pas assez de place pour aller plus loin que la fourchette qui est indiquée ici, donc 1,9 à 6. C'est déjà, comme je le disais, bien supérieur à ce que nos maisons étaient dans leur état d'origine. Mais on voit que notre configuration ne nous permet pas d'aller plus loin. Sinon, il faut pousser les murs ou pousser le reste. Et nous en parlerons par la suite. Pour l'isolation des murs, en isolation classique par l'intérieur, on voit qu'on ne peut pas faire mieux que 2,3, donc l'équivalent de la RT 2005. Si on décide d'isoler par l'intérieur et de perdre plus de place que de raisonnable, on peut aller plus loin. Habituellement, pour une isolation par l'intérieur, on décide de perdre 6 cm, 5 cm de doublage plus 1 cm de placo. Si sur une grande pièce, tel un salon, où vous dites j'ai assez de place et je peux me permettre de perdre plus, vous pouvez épaissir votre mur à l'intérieur pour aller plus loin en performance. Est-ce que cette solution est applicable à tous les murs? Pour les chambres qui peuvent être parfois déjà petites, ça me paraît beaucoup moins réaliste. Donc, présentation des solutions techniques. Grâce au tableau précédent, on a vu qu'une rénovation thermique utilisant les méthodes d'isolation classiques ne peut atteindre qu'environ 75% des performances de la RT 2005. Pourquoi j'ai mis 75%? C'est parce que si on reprend mon premier graphique, on part du principe que vous ne pourrez pas faire grand-chose pour le sol et que vous ne pourrez pas faire grand-chose pour la ventilation. Donc, globalement, on peut nettement améliorer les choses, mais vous ne pourrez pas rattraper votre retard par rapport aux maisons neuves, et vous ne pourrez même pas atteindre votre retard par rapport aux maisons des années, en gros, 2000. Le seul moyen d'aller plus loin, c'est d'envisager de l'isolation thermique extérieure. Donc, l'acronyme c'est ITE, pour isolation thermique extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la toiture, ça veut dire un procédé qui s'appelle le sarking, techniquement. Et l'idée est la suivante, c'est d'enlever les tuiles et les lithos, de rajouter une épaisseur d'isolation
puis de reposer une structure bois qui permette de remettre les tuiles. Et donc vous n'avez pas à repousser les murs, vous allez repousser vos tuiles de juste ce qu'il vous faut pour rajouter un peu d'isolant. Non. Dans les pays froids ou dans les zones froides comme la Haute-Savoie, on considère que pour éviter les ponts thermiques, la seule manière de bien faire, c'est de n'avoir votre isolation que comme ça, et donc de ne pas l'additionner à une isolation ici. Mais dans ce cas-là, il faut plus de place. On est obligé de pousser les tuiles encore plus loin. Dans notre climat tempéré de la région parisienne, faire un mixte isolation classique couplé à l'isolation type Sarking paraît un compromis tout à fait acceptable. Mais des professionnels ou des partisans de la solution Sarking vous diront ne mets rien entre tes fermes et tes chevrons, mets toute ton isolation à l'extérieur. Donc en tout cas, l'ITE sous toiture ressemble à ça. L'ITE pour les murs, donc on n'isole pas à l'intérieur, on isole à l'extérieur. Et si on isole à l'extérieur, alors ça a un avantage, c'est que vous n'avez pas à tout casser à l'intérieur. C'est pas inintéressant tout de même. Et en gros à l'extérieur, on n'enlève pas le crépi parce qu'il est compliqué à enlever. Et on colle de l'isolation ou on fixe de l'isolation par-dessus, qui est souvent une sorte de polystyrène un peu performant. On rajoute une sorte de grille qui va permettre de refixer un crépi dessus, et du coup, de l'extérieur, votre maison aura le même aspect que précédemment. En revanche, et c'était là où on voulait en venir avec l'aspect assouplissement du cahier des charges, on pourrait considérer que une maison qui est 16 cm plus épais, je dis 5 cm à titre d'exemple, ne répond plus au cahier des charges, ou il répond. Est-ce que on peut considérer que c'est un impact extérieur? Ce qui est sûr, c'est que il faut que ça soit bien fait, et c'est pour ça que nous serions plutôt partisans de permettre ce genre de choses, mais en les encadrant de manière sérieuse. Bien évidemment, on va en reparler dans les prochaines diapositives. Alors, présentation des solutions techniques. Suite, puisque c'est déjà abordé depuis tout à l'heure. Pour le Sarking, je veux éviter tout malentendu. L'idée, c'est donc de surélever légèrement la toiture pour pouvoir rajouter de l'isolation. À chaque fois que j'évoquerai les centimètres, ça sera cette cote-là, ça sera combien d'épaisseur d'isolation je peux rajouter. Et non quelle hauteur mon fêtage a gagné. Tout simplement parce que mon but c'est du mur isolé, donc je vais vous parler d'épaisseur d'isolation, et c'est pas de parler du fêtage et de combien ma maison est à monter. Et en plus, comme les angles de pente, les pentes de toit ne sont pas les mêmes suivant les maisons, entre les lisses, entre les blanches, entre la partie la moins pentue des blanches et la partie la plus pentue des blanches, entre les gouteaux et le reste, ça ne serait pas les mêmes mesures. Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, à chaque fois qu'on parlera de centimètres ajoutés dans un traitement d'isolation extérieure sous toiture, ce sera cette épaisseur-là dont on parlera. Alors, présentation des contraintes liées à nos maisons. Je vais commencer par le modèle à lisse, le modèle de plein pied, dont les combles ont souvent été aménagés par les occupants. Donc, dans ce cas de figure, si les combles sont aménagés, la zone la plus critique à isoler correspond à la zone de toiture qui est mise en évidence ici par la couleur rouge. Lors de la présentation, nous n'avions pas fait de tableau chiffré tel que ce que je vous propose ici, mais c'est vrai que pour bien appréhender la situation où on se trouve, c'est une demande qui m'a été faite, donc je vais vous présenter pas mal de tableaux chiffrés dans les prochaines diapositives. Donc, si on part du principe qu'on isole très très bien le mieux possible ces combles aménagés, on a parfois un doublage intérieur qui nous donne 3,5 cm d'isolation, et puis l'espace entre les chevrons qui nous donne 10 cm d'isolation.
mais on ne peut pas avoir plus, ce qui fait qu'on se retrouve avec 13,5 cm d'isolation, plus le placo, ce qui donne un R maximum de 4,27 avec de la super laine de verre. La situation peut être plus critique si le placo a été mis directement sur les fermes. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire mieux qu'un 3,18, ce qui est vraiment très en deçà de la réglementation thermique que je vous présentais précédemment. Alors, les personnes peuvent être amenées à ne pas utiliser cette laine de verre parce qu'elle est très performante en termes de perte de chaleur. En revanche, par exemple, pour se protéger de la chaleur de l'été, c'est pas obligatoirement le meilleur choix. Si on veut aussi une très bonne isolation phonique, c'est pas obligatoirement le meilleur choix. Dans ce cas-là, la fibre de bois peut être un produit offrant un meilleur résultat, un meilleur compromis. Sauf qu'on sera moins performant thermiquement. Et on voit que là, dans ce cas-là, le R maximum qu'on peut atteindre, c'est de 83 ou 3,8. Donc on voit vraiment que la place qui est mise à disposition pour les maisons à vis pour isoler leur toiture est insuffisante. Donc si on envisage du sarking, eh bien ça nous rajoute des épaisseurs, donc là ça nous rajoute des lignes. On reste avec la structure existante, mais en fibre de bois. Et on rajoute classiquement, on rajoute ce qui est appelé un plaquelage. C'est juste des planches en bois qui vont permettre de venir poser le sarking de manière propre. Donc c'est 1,8 cm d'épaisseur, qui n'est pas très isolant, mais qui est un nécessaire technique parfois. Ensuite, on pose 10 cm de sarking, par exemple. On repère 2 cm d'épaisseur lié au contre-litho. Si vous regardez le schéma que je vous avais mis à disposition, d'habitude vous avez simplement les lithos qui sont mis sur vos chevrons. Comme on a rehaussé, il faut recréer finalement l'équivalent des chevrons. Donc on crée des contre-lithos qui vont nous mettre 2 cm d'épaisseur supplémentaire et qui n'améliorent pas l'isolation, mais ça participe à la rehausse de la toiture. C'est tout de même intéressant parce que ça crée une zone de circulation d'air plus importante sous les tuiles qui va là aussi vous protéger pour l'été. Donc si je reviens à notre tableau, du coup, pour 13,8 cm supplémentaires d'épaisseur en toiture, j'arrive à atteindre un R de 6,43. Donc j'arrive à peine à dépasser le R de 6 qui est le critère du seuil du crédit impôt. Et je ne suis même pas encore au niveau de de la RT 2012 actuelle. Alors, si vous décortiquez vraiment mon tableau, vous direz, bah oui, mais sa fibre de bois, elle est moins performante que la fibre de bois ici. Suivant qu'on utilise de la fibre de bois en sarking, et donc qu'elle va devoir mécaniquement supporter le poids des tuiles, ou qu'on est entre les chevrons, on n'a pas les mêmes performances. Donc, c'est pas des erreurs. Si vous voyez une erreur, n'hésitez pas à me poser la question. Mais si vous décortiquez, normalement, j'ai pas fait d'erreur et les incohérences que vous pourriez croire voir sont des incohérences qui n'en sont pas. Si la personne rehausse encore plus sa toiture et par exemple rehausse de 24 cm, 23,8, on voit là qu'elle va réussir à atteindre une performance d'un R8 allant jusqu'à 8,93. Peut-être que si elle achète de la fibre de bois de encore meilleure qualité, elle atteindra les 10. Mais on voit qu'avec 24 cm, elle arrive vraiment à faire quelque chose de très qualitatif. Il faut aussi partir du principe que peut-être elle n'a pas ce doublage intérieur et que du coup elle n'aura que 7,93. Donc, ce qui est très bien, mais globalement avec 24 cm, on se balade entre 8 et 9 quoi, en R. Et puis si vraiment on se dit mon objectif c'est d'avoir un R de 10, je veux un R de 10, on voit qu'il est nécessaire en gros de rehausser la toiture de 28 cm. Donc 24 plus 2 plus 2.
Et là, dans ce cas-là, on se retrouve avec un R pratiquement de 10, peut-être de 9 s'il n'y a pas le doublage intérieur. Mais en gros, il faut 28 cm. Si on enlève le doublage intérieur, en gros, il faut 30 cm pour aller jusqu'à un R de 10. Sachant que avec certains matériaux, c'est presque déjà atteignable en n'ayant que 24 cm et pas 30 cm. Ça, c'était les maisons Alice. Les maisons blanches et les maisons Aurore. Donc, je vais profiter, je vais déjà redétailler rapidement les différents modèles. Donc, les maisons blanches, c'est celles qui ont deux types de pentes de toit, alors que les maisons Aurore, on voit, ont le même angle de pente de toit avec un léger décalage. Et du coup, en façade, on a deux houteaux, alors que les maisons blanches n'ont qu'un seul houteau en façade. Pour information aussi, nous avons des maisons qui sont en finition classique, c'est-à-dire que les volets sont des panneaux à ventaille, des vantaux, excusez-moi, c'est des volets battants. Les tuiles sont d'une couleur ocre et le crépi est beige. Et nous avons certaines maisons qui sont en finition, à ce que Cogedi m'appelait à l'époque contemporain Guyancourt. Et là, les volets, les tailles de fenêtres sont légèrement différentes. Les volets sont coulissants. Les tuiles sont de couleur en gros ardoise. Et le crépi était plutôt couleur pierre ou gris clair. Alors là, c'est pas le cas sur cette photo-là, mais c'est lié à une peinture qui a été faite par la suite, mais qui ne correspond pas à la finition originale. Pour les maisons blanches ou aurore, une des zones posant problème pour l'isolation, c'est la zone qui est mise en évidence par ce rouge. Alors, c'est une zone où, à l'étage, il n'y a pas encore de zone habitée, puisque la zone habitée commence à partir des houteaux, et qui est quand même le plafond du rez-de-chaussée. Et bizarrement, ces zones-là ne sont pas du tout isolées. Donc si vous enlevez les tuiles, vous verrez qu'on a le béton directement qui correspond au plafond de la zone inférieure. Donc là, c'est très facile à isoler. Il y a de la place en plus. Il vous suffit de combler ça par de l'isolation en isolant aussi l'intérieur des cache-moineaux sur le côté. Donc ça, c'est un rappel qu'on fait régulièrement à chaque séance parce que c'est tellement facile à mener et c'est un tel pont thermique dans nos maisons qu'il ne faut pas hésiter à le souligner régulièrement. Donc la mise en œuvre, une bonne mise en œuvre ici, c'est d'isoler ici épais puisqu'on a derrière la zone habitée et d'isoler ici épais au maximum. Une autre zone posant problème, et là la solution est malheureusement moins évidente, c'est donc ces zones qui sont mises en évidence en rouge, houteaux compris. C'est les zones où c'est habité, mais où on se retrouve dans la même situation que les Alice, on a juste pour isoler l'espace entre le placo à l'intérieur et les tuiles à l'extérieur. Heureusement, sur ces modèles-là, les chevrons sont un peu plus épais, donc la situation est un peu moins critique que pour les maisons Alice. On se retrouve en gros, alors il y a des petites variantes suivant les maisons, mais on se retrouve à peu près avec des chevrons de 15 cm au lieu de 10, et puis en général on a un doublage intérieur de 3,5 cm. Donc si on s'amuse à éplucher les mêmes tableaux que précédemment, on peut atteindre un R de 5,83 au mieux. Les artisans en général vous proposent un film multi-couche en plus, un peu perle de papin, mais qui leur permet de revendiquer fièrement un R de 6, ce qui va leur permettre de vous accorder le crédit d'impôt. Et puis psychologiquement c'est plutôt sympa parce qu'on dit qu'on a atteint le seuil qui fait de vous quelqu'un d'honnête.
c'est un seuil tout à fait intéressant à atteindre parce que ce genre de rénovation est assez sympa. Et si on veut aller plus loin, ça implique, il y a beaucoup de travaux induits. Si on va plus loin, bah putain, ouais, est-ce qu'il faut pas que je change mes tuiles? Est-ce qu'il faut pas que je refasse mes cache-moineaux? Est-ce qu'il faut pas que je refasse mes fenêtres? Donc, si le reste de votre maison est en bon état, clairement, c'est très intéressant et c'est tout à fait suffisant. Même tableau, si on fait le choix plutôt de la fibre de bois, on voit qu'on est un peu inférieur, mais là encore, c'est des chiffres assez honnêtes. Si on se lance dans le sarking, euh, si on fait une réhausse de 10 cm, on voit une réhausse de 10 cm va permettre d'atteindre un R de 6,82. Une réhausse de 20 cm va permettre d'aller jouer avec les 9,32. Donc, encore une fois, si vous trouvez certains produits un peu plus performants, vous pourriez déjà atteindre les 10. Et puis si vraiment c'est 10 l'objectif à atteindre, eh ben, il faut avoir un sarking de 23 cm. Alors, pour continuer sur le même registre et pour finir, nous avons le problème des gouttaux, donc les fenêtres triangulaires. Là, par défaut, nous n'avions que 6 cm où on pouvait mettre de la laine de verre, ce qui fait que en refaisant à 9, on ne peut pas faire mieux qu'un R de 1,93, ce qui est vraiment pour le coup léger. Euh, on peut imaginer faire un doublage intérieur qui n'existe pas, avec un isolant type fibre de bois pour essayer d'améliorer un peu les choses. Déjà, on voit qu'on gagne un R de 1, qu'on se retrouve avec un... Et on peut se permettre ça parce que les montants de nos fenêtres font à peu près 4 cm. Donc ça va réduire la luminosité dans la pièce, qui n'est déjà pas extraordinaire, mais on voit que ça rajoute déjà 50% d'isolation. Donc là, c'est pas du sarking, c'est de l'isolation intérieure rajoutée. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas rajouter sur les gouttaux une surépaisseur de sarking déraisonnable. Euh, Vu la configuration des gouttaux et vu qu'on ne peut pas rajouter du sarking de manière déraisonnable, là je fais le choix d'utiliser un matériau qui est assimilable à du polystyrène haute performance, qui a l'avantage d'avoir un bien meilleur R sur très peu de centimètres. En revanche, il est mauvais pour ce qui est du soleil et de l'isolation phonique. Mais on peut considérer que ce millefeuille, fibre de bois, laine de verre et ensuite lui apporterait la respirabilité dont vos chevrons peuvent avoir besoin, tout en apportant le gain de performance dont vous pouvez avoir besoin. Donc, là, on part du principe que les gouttaux sont une petite surface sur vos toitures et qu'on peut aller vers des compromis un peu bâtards, mais des compromis. Donc en rajoutant 8 cm de surélévation, on arrive à atteindre un R de 5,66. Donc là, ça commence à devenir des chiffres nets. Et si on voulait vraiment faire mieux, on voit qu'il faudrait qu'avec 14 cm, on arriverait à un 8,38 et qu'avec 18 cm, on arriverait à un 10,2. Si on enlève le premier doublage intérieur que j'ai fait, on arriverait qu'à un 9. Donc, en gros, pour avoir un R de 10, il faudrait aller jusqu'à 20 cm de surélévation, de surépaisseur, ce qui est déraisonnable par rapport à la taille du gouttau. Mais on a vu que 8 cm permettait déjà de bien changer la donne. Alors, maintenant, la section gain et rentabilité d'une isolation performante. Donc, pendant la présentation, il m'a été demandé des coûts, des calculs de rentabilité, enfin l'aspect financier de tout ça. Alors c'est pas du tout évident d'y répondre et voir ça m'ennuie d'aller dans ce terrain-là. Alors c'est tout à fait naturel que vous posiez la question. En revanche, on est tranquillement en train de vous amener à vous dire, tiens, qu'est-ce que vous accepteriez
comme surélévation de toiture, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm. Et qu'est-ce que vous considérez qui esthétiquement est acceptable ou n'est pas acceptable, ou quelles contraintes, quel encadrement vous voudriez mettre en place pour vous assurer que la maison de votre voisin reste esthétiquement en harmonie avec la vôtre. Si je commence à vous dire, tiens, ça va coûter 100 000 euros ou ça va coûter 20 000 euros, ça va devenir un critère pour que vous déterminiez si, ah bah moi j'ai pas les moyens de faire ça, alors je veux pas le faire, donc je vais lui dire non. Alors que l'enjeu normalement est de savoir si esthétiquement vous trouvez ça acceptable ou pas, et pas est-ce que vous considérez que c'est un coût raisonnable, car quelque part c'est à lui de faire son calcul. Alors d'un autre côté, le sujet financier est quand même un sujet très important. Une des raisons pour laquelle j'esquivais aussi ce sujet-là, c'est que malheureusement de notre projet pilote, nous n'avons pas pu en tirer grand-chose sur ce registre-là, puisque Riyad a subi la défection d'artisans, mais il a beaucoup travaillé sur le chantier par lui-même, mais par conséquent a beaucoup faussé le prix qu'on pouvait évaluer de ses travaux. Donc je vais donner quelques clés, mais on va voir ensemble que ça ne nous emmène pas très loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos maisons dans l'état d'origine, normalement, devraient être classées F ou G. Et qu'en gros, elles consomment entre 450 à 550 kWh par an par mètre carré. C'est à quoi correspond les lettres F ou G. Si vous isolez de manière classique, vous devriez vous retrouver classé entre D et F, suivant la nature des travaux que vous faites, et donc vous retrouvez entre 250 à 350 kWh par an par mètre carré. Alors déjà, cette première colonne est intéressante parce que la législation, la loi de transition énergétique prévoit qu'il soit impossible de vendre ou de louer un bien à partir de 2020-2025 si celui-ci n'a pas été rénové thermiquement. Et le premier seuil qui a été fixé, c'est 330 kWh par an par mètre carré. Donc on voit que ce premier seuil est atteignable. En revanche, par la suite, ce seuil va bien sûr baisser. Tous les ans ou tous les 5 ans, ils ont prévu de baisser ce seuil-là pour obliger les gens à rénover leurs biens. Si vous êtes dedans et que vous ne le vendez pas, vous n'en avez pas besoin, mais si à un moment vous avez une contrainte et que vous devez partir et le vendre, eh ben, vous n'aurez pas d'autre choix que de le rénover. Si on isole avec de l'ITE tel que je le présente depuis peu, on peut espérer, suivant la nature des travaux qu'on fait, aller vers un résultat qui vous emmène entre B et C. Pas vers A, même si vous mettez le top du top, parce que je ne sais pas si vous allez faire une VMC double flux, je ne sais pas si vous allez changer votre sol, et parce qu'on peut encore difficilement faire du neuf avec du vieux. Donc, globalement, là, ça vous donne une estimation du gain en termes de classification. Nous avons pu lire des articles de notaires qui ont accès donc au vrai montant des maisons vendues et qui font un premier retour sur la norme du classement énergétique qui est donc en place depuis 5 ans. Et leur retour est qu'une maison mal isolée, en gros, se vend à cause de ce critère 10 à 15% moins cher sur le marché qu'une maison normalement isolée. Et normalement isolée, c'est pour les notaires la RT 2005, donc c'est à peu près ce avec quoi on pourrait flirter. Les mêmes notaires disent qu'entre une maison normalement isolée et une maison dernier cri isolée, donc très très bien isolée, il y a encore une différentiel de plus-value de 10 à 15%. Donc ça veut dire qu'entre une maison très mal isolée, on va dire isolée comme dans l'état d'origine, et une maison super bien isolée, on a, d'après les notaires, concrètement dans les ventes, une différence de valeur qui va de 20 à 30%. Nos maisons, en gros, ça dépend beaucoup de
de beaucoup de critères, mais en gros, nos maisons à la louche valent 500 000 euros. Je vous laisse calculer ce que vaut 20 à 30%. Ou 10% si on fait qu'une rénovation énergétique classique. Ce que je veux mettre en évidence là, c'est que même si votre rénovation vous coûte 50 000 euros, par exemple, vous pouvez vous dire, mince, 50 000 euros avant que je rentabilise en économie d'énergie, je vais mettre 25 ans. Et ben non. En termes de valeur patrimoniale, ça se trouve, vous les avez déjà récupérés immédiatement. Alors, c'est pas évident, mais c'est une composante qu'il faut avoir en tête. Encore plus si finalement aller vers une isolation normale sera bien sûr bien plus rentable qu'aller vers une isolation très importante, parce que plus on fait quelque chose de pointu, plus le coût va être élevé. Euh, pour, pour illustrer ce que je suis en train de dire, en gros, isoler normalement une maison coûte à peu près entre 50 et 100 euros du mètre carré, donc du mètre carré de mur ou du mètre carré de toiture. Ça va du simple au double parce que tout simplement, si on est sur une toiture en pente face à une toiture presque à plat pour la maison à lisse ou face à un mur, suivant les procédés, il y a vraiment beaucoup de variances. Et puis, si vous décidez d'en profiter pour traiter vos tuiles ou de remplacer vos tuiles, on a quand même une fourchette, on ne peut pas être plus précis que cette fourchette-là. Si vous isolez avec des techniques d'ITE, entre autres à cause des travaux induits, ça va vous coûter entre 150 et 300 euros du mètre carré. Donc là, tout ça, ça se calcule. Mais encore une fois, par rapport à la valeur patrimoniale du bien, ça donne des chiffres très importants, mais pas des chiffres déconnants. À savoir que sur tout ça, on a un crédit d'impôt qui pour un couple est plafonné à 16 000 euros. Mais ça diminue quand même la facture de 16 000, ça peut diminuer la facture de 16 000 euros, donc c'est pas négligeable. Pour information, je vous évoquais avant des baisses de consommation de kilowattheure par mètre carré, à savoir que le kilowattheure vaut 12 centimes d'euros, vous pourriez vous amuser à faire votre calcul. Alors, la réalité de tout ça, c'est que c'est très difficile de chiffrer les travaux parce qu'il y a les travaux que vous avez déjà faits, donc peut-être que vous avez besoin de moins de travaux. Les travaux induits, mince, il faut que je change les fenêtres, il faut que je change les portes. Et les travaux associés, oh bah tiens, il faudra que je refasse mon ravalement si je fais de l'isolation extérieure, ou il faudra que je change mes tuiles. Donc le coût des travaux ne se cantonne pas qu'au chapitre de l'isolation. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment autant de cas particuliers que de maisons. Les gains en consommation sont assez difficiles aussi à estimer parce que suivant le nombre de personnes dans le foyer, suivant les habitudes de chauffage, suivant le type de contrat que vous avez, suivant l'exposition ou la localisation de la maison, eh bien, vous aurez de grosses différences comme de petites différences. Une maison très bien exploitée qui prend beaucoup de soleil, ça c'est une maison qui est très près de la forêt, ben son gain sera moindre parce que finalement elle arrive à récupérer de la chaleur grâce au soleil. Alors que ça sera très intéressant pour une maison près de la forêt. Et suivant les facteurs qui sont importants pour vous, eh ben, vous y trouverez votre compte ou pas. Si votre seul but c'est d'avoir du confort chez vous et de ne pas sentir le froid, irradier du sol par exemple, ou irradier des murs, ou de ne pas sentir les courants d'air, bah, peut-être que ça a suffisamment de valeur pour vous pour valoir un certain coût. Du coup, suivant les facteurs que vous prenez en compte, l'opération peut être rentable très rapidement, comme elle peut ne jamais être rentable. Donc, je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans les aspects financiers, mais encore une fois, quelque part, ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte sur est-ce que je trouve acceptable qu'une toiture soit surélevée de 10 cm. Normalement, la question c'est est-ce que ça me gêne, est-ce que c'est esthétiquement ça pose un problème, et pas tiens combien ça coûte, c'est pas obligatoirement ce que moi j'y mettrais. Le moi j'y mettrais, non, c'est qu'est-ce que l'autre il le met, et la question c'est est-ce que vous trouvez ça normal, esthétiquement parlant. Ce
qui est sûr, c'est que ce type d'opération, en gros, va apporter une meilleure valeur patrimoniale, va vous faire des économies d'énergie, va vous apporter un meilleur confort, va faire que votre empreinte écologique sera moindre. Donc ça, vous pouvez y être plus ou moins sensible, mais vu le contexte, j'ai tendance à moi y accorder de l'importance. Et ça vous met d'office hors d'atteinte, en tranquillité vis-à-vis des futures normes obligatoires qui seront, comme je l'évoquais, obligatoirement applicables même dans l'ancien. Donc là, on arrive à la fin de cette première vidéo. Comme je l'évoquais tout à l'heure, nous allons passer, la deuxième vidéo traitera le projet pilote que nous avons mené en 2016, et la troisième vidéo clôturera cette présentation, et je vous invite donc à aller les voir. Merci de votre attention et à très bientôt, j'espère.